On entame maintenant, si vous le voulez bien, la session 2. Jusqu'alors, on a parlé beaucoup des prélèvements, en tout cas de l'analyse des méthodes permettant de mieux qualifier les prélèvements avec certaines lacunes. En tout cas, on a pu l'observer. On a commencé à toucher du doigt la prévision sur les usages agricoles, mais avec Alice notamment, on va vraiment se pencher plus directement sur la question agricole avec cette session 2 qui s'intitule « Comment établir des scénarios d'évolution des systèmes de production et de leurs besoins en eau ». Et avec toi, Alice, j'en profite pour rappeler que tu es la grande chef d'orchestre de toute cette journée, donc encore merci. Oui. Mais tu es aussi en chercheuse. Et donc, tu vas nous faire une présentation sur l'évolution récente de l'irrigation agricole en France, à l'aide notamment des données du recensement agricole que tu as pu exploiter. Exactement, donc je vais encore vous parler de données pour introduire cette deuxième session. Donc c'est un travail en collaboration avec Sébastien Loubier, chercheur à l'UMR-Géo, et avec Jérôme Pignard, chef de service Reset à la DRAF Occitanie, qui est aussi dans la salle. Donc c'est un état des lieux sur l'irrigation que je vais vous présenter, qui est sur la campagne agricole 2019-2020 et qui est à l'échelle de la France hexagonale. C'est une commande du ministère de l'Agriculture qui vient actualiser un précédent rapport qui portait sur la campagne agricole 2009-2010. Donc Pierre l'a dit, c'est l'analyse de données du recensement agricole, et en particulier du module sur l'irrigation. Et je vais vous présenter des données à plusieurs échelles administratives et hydrographiques. Enfin, elles seront dans le rapport. Ici, vous verrez surtout des données au niveau départemental pour des questions de représentation graphique. Et du coup, cette actualisation des données, elle est intéressante puisque le recensement agricole a lieu environ tous les 10 ans. Et donc, l'étudier régulièrement, ça permet de voir quelles sont les tendances de l'irrigation. Alors, tout d'abord, je vous parle des surfaces équipées et irriguées. Donc, en 2020, on a 2,8 millions d'hectares équipés à l'échelle de la France. Donc la superficie équipée ou irrigable, c'est les parcelles qui sont équipées pour l'irrigation à l'échelle d'une exploitation. Et c'est aussi les parcelles qui peuvent être atteintes par du matériel d'irrigation dont dispose l'exploitation. Et on a 1,8 million d'hectares irrigués. Donc ça, ce sont les parcelles qui ont été mises en irrigation pendant la campagne agricole. Ça signifie qu'il y a une partie des surfaces qui sont équipées qui n'ont pas été mises en irrigation pendant la campagne agricole. Sur le graphique que vous voyez, en bleu, vous avez les superficies équipées et leur évolution. Donc ça a été dit tout à l'heure par François Moll, il y a une augmentation de 23% des superficies équipées entre 2010 et 2020. Et donc c'est un résultat qui est intéressant puisqu'il y a eu une diminution entre 2010 et 2020 de ces superficies. Les superficies irriguées ont aussi augmenté. Elles augmentent continuellement depuis 1970. C'est en orange. Et en gris, au-dessus, vous avez la part des surfaces équipées qui ne sont pas irriguées. Et ça, c'est variable en fonction des années. En fait, l'indicateur superficie irriguée, il dépend de plusieurs choses. Des conditions météo de l'année en cours, et notamment des conditions météo de printemps et de sortie d'hiver. En fait, c'est à partir des conditions climatiques de sortie d'hiver et de printemps que les agriculteurs vont décider ou non de mettre en irrigation les céréales de printemps. Donc ça peut jouer sur la différence entre surface équipée et surface irriguée. Et comme on vous l'a dit aussi tout à l'heure, il y a la question de la rotation culturelle. Certaines années, des agriculteurs vont mettre sur leurs surfaces équipées des exploitations qui sont destinées à être cultivées en fluvial et qui ne vont pas être irriguées. Ça explique la différence en fait entre la barre en bleu que vous voyez et la barre en orange. C'est pourquoi, pour évaluer, on va dire, l'évolution de l'irrigation, on préfère regarder les surfaces équipées, parce que c'est un indicateur plus structurel, et donc il est moins sensible, comme je vous le disais, aux conditions météorologiques et aux rotations culturelles. Au moins quand on s'intéresse en particulier aux données du RGA, celles qui sont celles que tu as utilisées. Alors au niveau de l'évolution des exploitations,
il y a quelque chose qu'il faut retenir dans ces données, c'est que pour la première fois, le nombre d'exploitations équipées ne diminue pas. C'est en bleu sur le graphique. Alors, elles augmentent de 1% par rapport à 2010. Ça semble pas beaucoup, mais lorsqu'on regarde les exploitations qui ne sont pas équipées, la diminution est de 23%. Donc, c'est quand même à souligner. Autre chose à dire, il y a 13% des exploitations équipées qui n'ont pas du tout irrigué pendant la campagne agricole. C'était 9% en 2010 et ça interroge parce que pourquoi est-ce que les exploitations investiraient dans du matériel d'irrigation si elles ne sont pas sûres de l'utiliser, et on se demande si on n'est pas face à un phénomène de spéculation. Il y a aussi un autre résultat. À l'échelle nationale, la surface moyenne des exploitations irriguées est supérieure à la surface moyenne des exploitations non irriguées. Et c'est plutôt contre-intuitif parce que le fait d'irriguer, pour les exploitations, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande des ressources humaines. Par exemple, déplacer un enrouleur, c'est chronophage. Donc on pourrait plutôt penser que le fait d'irriguer est un facteur limitant de la taille des exploitations. Ce n'est pas ce qu'on retrouve à l'échelle nationale, mais à l'échelle, on va dire, plus locale, ça peut être différent. Et aussi, là c'est toute culture confondue, et bien sûr quand on regarde par type de culture, par exemple pour le système des grandes cultures, ça se vérifie, mais pour l'arboriculture, dans ce cas-là, c'est la surface moyenne d'exploitation non irriguée qui est supérieure. Donc, je vous ai parlé d'une hausse des surfaces équipées et d'une hausse des exploitations équipées. Donc tout ça, ça va dans le sens d'une dynamique croissante de l'irrigation, mais surtout d'une dynamique structurelle. Et donc vous pouvez le voir à l'échelle départementale. Alors là, vous avez deux cartes. Donc sur la carte plutôt en bleu, c'est la répartition des surfaces équipées par département. Donc plus le bleu est intense, plus il y a un grand nombre de surfaces équipées. Et donc là, on voit que ça se répartit dans des territoires auxquels on peut s'attendre. Donc le bassin Adour-Garonne, la région PACA et le bassin parisien. Et de l'autre côté, vous avez la carte qui montre la variation des surfaces équipées entre 2010 et 2020. Plus c'est rouge foncé, plus il y a eu une augmentation importante. Donc déjà, vous voyez qu'à l'échelle de la France, c'est quasiment dans tous les départements. Et quand vous comparez avec l'autre carte, c'est les endroits où il y a une plus forte augmentation. C'est des endroits qui étaient peu irrigués, peu équipés auparavant. Par exemple, vous voyez la Bretagne et aussi le Grand Est. Là, tu nous parles de surface, mais c'est aussi intéressant de s'intéresser au volume. Oui, c'est vrai que dans le... Alors, peut-être juste avant, tu vas donner plus de détails encore ? Oui, là, là, je voulais vous présenter la répartition des surfaces irriguées par grand type de culture. Donc, il y a deux choses qui vont nous intéresser, sur lesquelles je vais revenir. Donc, il y a en orange la principale culture irriguée, donc c'est le maïs, grains et semences. Mais vous voyez que sa part diminue entre 2000, 2010 et 2020. Aussi, ce que je voulais attirer votre attention sur l'irrigation de la vigne qui connaît un fort développement. Et là, on le voit dans ces schémas, c'est la petite barre en vert foncé, donc qui passe de 1% en 2000 à 4% en 2020. Ouais, donc un doublement tous les 10 ans. Oui, donc en fait, sur le recensement agricole 2020, il n'a pas été posé la question des volumes d'eau consommés. Donc on n'a pas d'indication sur les volumes d'eau qui ont été consommés ou non pendant la campagne agricole. Et on peut penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait une augmentation des surfaces irriguées, qu'il va y avoir une augmentation des volumes d'eau consommés, mais le recensement agricole ne nous le dit pas. Et faire le lien n'est pas si évident. Par exemple, pour le maïs, c'est la principale culture irriguée, mais qui a un fort recul de l'irrigation du maïs, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour un chiffre, entre 2000 et 2020, les surfaces irriguées de maïs ont diminué de 17%. Mais peut-être qu'on ne peut pas conclure qu'il y a une diminution de l'eau consommée parce qu'il y a un recul de l'irrigation du maïs. Parce qu'en fait, peut-être qu'on peut faire l'hypothèse que l'eau qui est utilisée pour le maïs, elle va être utilisée pour une parcelle plus petite, dans une logique d'intensification. Ou alors peut-être qu'elle va être l'eau qui était prévue pour le maïs a été dirigée vers une autre culture
Et donc ça va augmenter les surfaces irriguées dans une autre culture. Donc il faut faire attention à ça. Juste pour finir sur le maïs, donc je vous ai dit qu'il y avait un recul de l'irrigation, mais par contre il y a toujours une demande en maïs, puisque la surface cultivée continue d'augmenter entre 2010 et 2020. Et la surface de maïs des non-irrigants, elle a augmenté même de 35%. Et sur la carte, donc plutôt moitié sud, donc là vous voyez que c'est plutôt bleuté, donc c'est plutôt une diminution des surfaces. Et sur la moitié nord, et particulièrement en Bretagne, on est plutôt sur une augmentation, alors que c'était des endroits où il y avait peu d'irrigation auparavant, en tout cas du maïs. Donc là, tu nous as proposé des analyses à France entière. C'est encore le cas là avec l'approche sur la vigne? Avec le cas de la vigne, en fait, c'est assez réparti, puisque la vigne est en grande majorité en fait, sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse et sur la région méditerranéenne. Donc l'irrigation de la vigne est quand même quelque chose d'assez localisé. Donc sur l'irrigation de la vigne, il y a un fort développement. Donc, le nombre d'exploitations en 10 ans a presque doublé, le nombre de surfaces irriguées a presque triplé. Vous avez les chiffres de l'Hérault, donc 9 000 hectares irrigués en 2010, 20 600 irrigués en 2020, donc ça a plus que doublé. En fait, la culture de la vigne, c'était une culture plutôt cultivée en fluvial. Donc le fait qu'il y ait un fort développement de l'irrigation de la vigne sur ces espaces-là, on pourrait aussi penser que ça va entraîner une hausse des volumes d'eau consommés. Mais encore une fois, le recensement agricole ne donne pas d'indication à ce sujet. Alors là, vous avez sur la carte la répartition des exploitations et des surfaces qui sont reliées par accès collectif ou individuel à la ressource en eau. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une augmentation des superficies équipées. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation des surfaces qui accèdent à l'eau de manière collective ou de manière individuelle. Donc cette augmentation, elle a plutôt lieu pour les surfaces qui sont reliées en accès individuel. Donc c'est la zone en bleu sur la carte. Ça a augmenté de 20% les surfaces depuis 2000. C'est la modalité la plus courante qui concerne le plus de surfaces. En violet, vous avez la zone de répartition des surfaces en accès collectif. Et donc, elles ont augmenté aussi de 12%. Et il y a une zone, vous voyez, où la partie en bleu et la partie en violette se croisent. Et c'est sur cette partie qu'on trouve le plus d'exploitations qui sont dites en accès mixte, qui ont à la fois un accès individuel et collectif à la ressource. Et plus globalement, la répartition géographique, en fait, entre accès collectif et accès individuel, elle s'explique par des raisons géographiques, et notamment des raisons d'accès à l'eau. Plus l'accès à l'eau est compliqué techniquement et donc coûteux, plus les exploitations ont intérêt à se regrouper en réseau collectif. Et le fait qu'elles se regroupent en réseau collectif, ça a une influence sur la taille de leur exploitation. Donc, le recensement agricole nous donne accès à l'origine de l'eau qui est utilisée pour l'irrigation. Donc, c'est principalement de l'eau qui vient de forage, donc de l'eau souterraine, de l'eau de surface, puis ensuite de l'eau de retenue. Et lorsqu'on regarde la surface moyenne des exploitations en accès individuel ou en accès mixte et en accès collectif, on voit que les exploitations en accès collectif sont plus petites. Et ça peut être aussi lié au fait que ces exploitations font plus attention à l'équité spatiale entre leurs membres, comme l'accès à la ressource est plus difficile. Quelque chose qui est intéressant, et on voulait attirer votre attention là-dessus, il y a 12 500 exploitations qui sont équipées d'une retenue individuelle. Et donc, c'est quelque chose dont on parle peu dans les débats autour des retenues. On parle surtout des retenues qui sont dans des systèmes collectifs, mais pas des retenues qui sont dans des systèmes individuels. Oui, ça représente quand même un quart des exploitations françaises. Oui, en accès individuel. C'est très significatif. Oui. On n'a pas accès à l'origine de l'eau pour les exploitations qui sont en accès collectif. C'est plutôt de l'eau de surface. Et aussi, on n'a pas accès à l'origine de l'eau qui est présente dans ces retenues. On a juste l'information sur le fait qu'elles utilisent une retenue. Du coup, la morale de l'histoire ? La morale de l'histoire, il faut être prudent dans l'analyse des données du recensement agricole. Il faut faire notamment attention à la fiabilité des données collectées.
Je n'ai pas insisté dessus, mais tout à l'heure, quand je vous ai présenté les cartes avec accès individuel et accès collectif, je vous ai comparé l'évolution à partir de 2000 et pas 2010, parce qu'il a été montré que les données de 2010 qui concernaient les surfaces et l'exploitation en réseau collectif ont été sous-estimées, puisqu'il y avait un biais dans le guide d'entretien des enquêteurs. Donc il faut faire attention avec ces données-là, surtout quand on voit des choses qui paraissent incohérentes. Je vous le répète, donc, le recensement agricole ne donne pas d'indication sur les volumes d'eau consommés, et toute extrapolation à partir des surfaces est hasardeux. Et enfin, bien sûr, le recensement agricole, c'est une source de données parmi d'autres, et notamment mes collègues vont vous présenter la télédétection, qui peut être un moyen d'étudier l'irrigation et d'avoir une autre source de données. Et vous retrouverez tous les résultats dans le rapport complet qui sortira cet automne. Merci beaucoup Alice, on peut l'applaudir.